Mais leur joute n'était pas un simple jeu. Gagner était une question de vie ou de mort. Si les combats de gladiateurs peuvent être considérés comme un sport, c'est le plus brutal et le plus sanglant que l'humanité ait connu. Je suis un gladiateur. Ma vie se résume à cet horizon. Là-haut, c'est la mort qui m'attend. Dans ces souterrains, des hommes ordinaires sont devenus des guerriers de légende. Notre matériel d'intervention. Nous allons partir à la recherche d'un tunnel mystérieux. On va peut-être trouver le tunnel grâce auquel les gladiateurs rejoignaient le Colisée. Et visiter une crypte oubliée, révélant les origines des combats de gladiateurs. Regardez. Nous plongeons dans le secret des villes pour remonter le temps jusqu'à l'ère des gladiateurs. Bonjour, nous sommes au cœur de Rome, et voici le Colisée. 2000 ans après sa construction, ce gigantesque édifice reste l'un des plus grands stades de l'histoire. Pendant 4 siècles, des divertissements de toutes sortes ont été organisés dans cet amphithéâtre. De la reconstitution de batailles navales entières sur une scène remplie d'eau, aux chasses exotiques avec des animaux venus des 4 coins du monde connu. En passant par des exécutions, et bien sûr, le clou du spectacle, des combats de gladiateurs. À l'époque, les gladiateurs étaient des mythes vivants, de véritables stars, mais ils étaient loin de mener une vie enviable. On connaît tout de leurs combats dans l'arène, mais le reste de leur univers nous est pratiquement inconnu. D'où venaient-ils? Quel était leur quotidien? Leur histoire s'est peu à peu effacée au cours des siècles et demeure enfouie dans les entrailles de la Terre. À son apogée, la Rome antique s'étend sur un territoire de plus de 5 millions de kilomètres carrés. Les combats de gladiateurs sont en vogue dans tout l'Empire, de la Grande-Bretagne à la Turquie. Survivre, connaître une mort violente, conquérir sa liberté à la force du poing ou demeurer esclave à jamais, ces hommes qu'on force souvent à combattre jouent leur destin à chaque fois. Et nulle part l'enjeu n'est aussi important et les jeux plus grandioses qu'au Colisée, le cœur battant de la Rome antique. C'est dans l'arène du Colisée, juste derrière moi, que les gladiateurs devenaient des légendes vivantes. C'est là que les Romains venaient assister à leurs violents duels. Mais pour la plupart de ces hommes, ce spectacle sanglant n'était que la dernière partie d'un long voyage. Ici, sous mes pieds, se trouve le tunnel que les gladiateurs empruntaient pour se rendre à l'amphithéâtre et qui partait d'ici, de leur camp d'entraînement. Il s'agit d'une école de gladiateurs d'élite, la plus grande du monde romain. C'est ici qu'ils apprenaient l'art de tuer et de mourir. En 1937, lors de la rénovation de la Via Labicana, les ouvriers tombent sur les vestiges du Ludus Magnus, la plus grande et la plus célèbre des écoles de gladiateurs de Rome. C'était la caserne d'élite où s'entraînaient les gladiateurs les plus endurcis et les plus doués de l'époque. Bonjour. Ça va? Très bien. Hendrik Day est spécialiste de l'histoire des gladiateurs. Grâce à lui, nous allons pouvoir visiter une zone fermée aux touristes. Ludus Magnus. Qu'est-ce que ça veut dire? La grande école des gladiateurs. L'équivalent d'une équipe de première division. Tout à fait. Et l'école était située tout près du Colisée. C'était très pratique. Ils pouvaient passer directement de leur caserne à l'arène. Pendant plus de 15 siècles, le Ludus Magnus est resté enterré sous des tonnes de terre et de gravats. Mais en 1937, ces vestiges ont été mis au jour à la faveur d'un chantier de construction. C'est génial. Après vous. Merci. Pour les dégager, les archéologues ont dû extraire quelques 400 000 tonnes de terre, et ce, au cœur de l'une des plus grandes capitales d'Europe. Où se situait exactement cette école? Tout autour de nous. Il s'agit d'un bâtiment de plus de 100 mètres de long et un peu moins de large. Combien de gens vivaient et travaillaient ici? Des centaines, voire des milliers. Le Ludus Magnus voit le jour entre 81 et 96 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Domitien. C'est un modèle réduit de l'arène du Colisée. Il fait à peu près la moitié de sa taille et compte 3 niveaux.
L'édifice mesure 100 mètres de longueur et un peu moins dans sa largeur. Il est recouvert de marbre. Cette enceinte accueille des centaines de gladiateurs, des cuisines, des installations médicales et une forge pour fabriquer des armes. Ces combattants extrêmement bien entraînés sont des esclaves et en conséquence, les accès sont sévèrement gardés. Après la chute de l'Empire romain, la ville se délabre peu à peu. Les bâtiments comme le Ludus Magnus sont dépouillés de leurs blocs de pierre et de marbre et remplis de déblais. Peu à peu, l'antique capitale disparaît sous 6 mètres de gravats. Lorsque les ruines du Ludus Magnus sont mises au jour, nombre de ces murs se sont effondrés. Mais les principales structures souterraines de cette école d'élite sont encore intactes. Imaginons, je me bats contre Rome. Je suis fait prisonnier et je me retrouve au cœur d'un système complexe. On m'envoie à Rome et à partir de là, qu'est-ce qui m'arrive? On peut vous prendre vos armes et votre armure et vous envoyer au Colisée pour y être exécuté par un gladiateur pour divertir le public. Si vous avez de la chance, ou si vous êtes un guerrier chevronné, vous aurez peut-être le droit de devenir un gladiateur. Les gladiateurs sont issus de toutes les couches de la société. Plusieurs sénateurs combattent dans l'arène pour forcer le respect du peuple et accroître leur popularité. L'empereur Commode lui-même s'est entraîné ici pour devenir gladiateur. Mais il a été assassiné la veille même de son premier combat. Mais la plupart d'entre eux sont des esclaves comme le légendaire Spartacus et des prisonniers de guerre, un divertissement de choix pour une foule avide de sang. Pas très réjouissant. On est coincé ici jusqu'à ce qu'on soit tué ou qu'on soit affranchi. On avait une petite chance de devenir célèbre et peut-être de gagner célébrité et fortune. Et quand on était esclave, on pouvait conquérir sa liberté. Les gladiateurs sont équipés d'armes, de casques et de protections diverses qui imitent ceux des armées que Rome a vaincues au cours des siècles. La plupart du temps, ces casques encombrants et les lourds boucliers de métal handicapent les gladiateurs plus qu'ils ne les protègent. Dans la Rome antique, on ne confrontait pas un poids lourd à un autre. On trouvait beaucoup plus intéressant de lancer 3 combattants de petite taille contre un géant. Certains combats sont ciné-missionnés, sans quartier. On doit s'affronter jusqu'à la mort. L'empereur Claude est resté célèbre pour sa cruauté, épargnant rarement la vie des gladiateurs qui se battent sans casque, car il aime observer leur visage au moment de mourir. Mais lorsqu'un gladiateur est tué, son propriétaire, ou laniste, se voit verser une compensation pouvant aller jusqu'à 100 fois la valeur de son poulain. Ils sont donc souvent épargnés. Cet escalier est d'époque. Oui, et il va nous mener jusqu'à l'arène. On distingue encore la forme circulaire de l'arène de ce côté. Elle se poursuit sous la rue. En fait, je me trouve au centre de l'arène. Exactement. C'est une version miniature de la structure du Colisée. Ici, les gladiateurs s'exercent au maniement des armes et acquièrent force et endurance. Se retrouver dans l'enceinte du Colisée est une expérience effroyable, à laquelle rien ne peut les préparer. Mais l'entraînement dont ils bénéficient au Ludus Magnus peut leur permettre d'y survivre. Les gladiateurs sont prisonniers de ces murs. Leur monde se résume à l'arène ruisselante de sang du Colisée, aux sombres tunnels qui les ramènent du stade à leur étroite cellule et au rude régime du Ludus Magnus. C'était à la fois un camp d'entraînement et une prison. Même les citoyens libres qui devenaient gladiateurs devaient signer pour un certain nombre d'années. Et tant qu'ils n'avaient pas fait leur temps, il n'y avait qu'un seul moyen de sortir d'ici, c'était les pieds devant. Pendant plusieurs siècles, le Ludus Magnus va demeurer une véritable institution romaine. Mais des structures plus anciennes encore sont enterrées sous ces murs, et elles conduisent peut-être au fameux tunnel qui le relie au Colisée. On peut descendre par là? Je crois bien. Peu de gens ont la chance de les voir, et notre équipe est la première à visiter l'endroit depuis la fin des fouilles. C'est délirant. À l'ombre de la plus grande arène de l'ancien monde, sous le sol du Ludus Magnus, nous allons avoir le privilège de visiter un quartier enterré sous cette école d'élite.
En empruntant d'antiques canalisations, nous aurons peut-être la chance de trouver l'entrée du tunnel des gladiateurs. On peut descendre par là? Je crois bien. Cette zone encore peu explorée est située au niveau d'un antique quartier, bâti plus d'un siècle avant le Ludus Magnus. Vous y avez déjà été? Non, jamais. C'est délirant. Nous y trouverons peut-être des indices quant à l'emplacement du tunnel qui reliait autrefois le Colisée au Ludus Magnus. Regardez, c'est Rome. À quelle époque remontent ces vestiges? Ce sol, c'est celui d'une maison du 1er siècle avant notre ère. C'est-à-dire avant l'amphithéâtre? Oui, 2 siècles avant la construction du Colisée. Selon les archives de Rome, l'incendie qui a ravagé la ville en 64 après Jésus-Christ, qui aurait été déclenché par Néron, a détruit toutes les habitations de ce quartier. Et ça descend encore. Oui, il y a un autre niveau archéologique sous nos pieds. Hendrik m'explique que ce tunnel est probablement un ancien système de canalisation relié à l'habitation au-dessus de nos têtes. Ces égouts sont situés à 2,50 m sous la maison, laquelle est enterrée à 3 mètres sous le sol du Ludus Magnus. Il est possible que l'entrée du tunnel perdu soit située quelque part le long de ces canalisations. Là, je crois qu'il faut se retrousser les manches. Ce tunnel ne date pas d'hier. Il est plein d'eau et de gadou. Voilà, c'est dégoûtant. Et en plus, j'ai de la flotte plein les chaussures. Ce conduit a été construit entre 200 et 50 avant notre ère. Ce tunnel est assez solide pour supporter la rue au-dessus de nous, mais un éboulement nous empêche d'aller plus loin. Il est dangereux de tenter de le dégager. Notre matériel d'intervention. Mais nous allons pouvoir jeter un œil dans ce recoin inexploré de Rome pour peut-être apercevoir l'entrée du tunnel qui relie l'endroit au Colisée. Regardez, ces petites loupiottes sont à infrarouge. On peut voir dans l'obscurité totale. C'est le même matériel que les brigades d'intervention spéciale. Je vais la passer derrière les gravats. Et voilà. Je fais point. Oh, c'est génial. On distingue un autre passage. À travers les gravats, on aperçoit l'entrée d'un autre tunnel qui s'enfonce droit dans la direction du Colisée. Mais l'éboulement nous empêche d'aller plus loin. Ça me rend dingue d'être si proche du but. Mais je crois que tout archéologue me dirait que ce serait pas raisonnable de vouloir continuer à avancer. Je risquerais de tout faire effondrer. On vante toujours la solidité des constructions romaines qui ne s'écroulaient jamais. Eh ben là, ça s'est écroulé. Si on pouvait creuser et continuer à progresser par là, on pourrait bien trouver le tunnel dont je vous ai parlé. Celui que les gladiateurs empruntaient pour rejoindre le Colisée. Mais je peux pas passer. Alors, tout cela restera un mystère. Le ventre de la Rome moderne regorge de témoignages permettant de retracer le quotidien des gladiateurs. On en trouve notamment sous les immenses arènes conçues pour faire de ces terribles combats un spectacle capable de captiver les foules. Nous sommes devant l'Olimpico, le stade de l'équipe de l'AS Roma. Le match va bientôt commencer et l'atmosphère est un peu fiévreuse. Les fans de foot italiens ont la réputation d'être très bruyants. C'est une tradition vieille de 2000 ans. Mais dans la Rome antique, ces fans n'auraient pas applaudi un but, mais un massacre. Et tandis qu'en surface, la foule tapageuse admirait le spectacle, sous l'arène, l'ambiance était toute différente. Une petite armée de techniciens et de machinistes s'affairait autour des gladiateurs, des condamnés et des bêtes sauvages, tous attendant la mort sous une forme ou une autre. À 220 km au sud de Rome,
Et à 50 km au nord de Pompéi, la ville de Pouzzoles possède un amphithéâtre dont les structures souterraines comptent parmi les mieux préservées du monde romain. J'ai rendez-vous avec Cathy Parla, une spécialiste de l'amphithéâtre de Pouzzoles. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. À mesure que les combats de gladiateurs ont gagné en popularité, leur mise en scène est devenue de plus en plus extravagante et spectaculaire. Sous cette immense arène, on peut encore voir comment étaient organisées ces joutes violentes. Des mécanismes sophistiqués permettaient de faire de ces combats des divertissements exceptionnels. Cette structure est impressionnante, mais pas autant qu'à l'époque, n'est-ce pas? Tout à fait. À l'époque, les murs qu'on voit ici s'élevaient à 45 mètres de hauteur. Cet amphithéâtre est plus petit que le Colisée de Rome? Le Colisée pouvait accueillir entre 50 et 60 000 personnes. Cet amphithéâtre en contenait entre 30 et 40 000. Comme d'autres édifices de ce genre, l'amphithéâtre de Pouzzoles a été conçu dans le but d'organiser des combats de gladiateurs. Le terme arène vient d'ailleurs du mot latin signifiant sable, car on en recouvrait le sol pour absorber le sang des combattants. D'accord. Donc là, c'était l'entrée qu'empruntaient les gladiateurs pour rejoindre l'arène. Exactement, c'est l'une des entrées monumentales de l'amphithéâtre. Nous sommes à l'une des extrémités de l'ellipse formée par l'arène, et nous voilà sur scène. C'est impressionnant. Ces trous protégés par des grilles d'acier étaient des plateformes en bois. C'était des trappes qui communiquaient avec la structure souterraine du théâtre. Alors là-dessous, c'était les coulisses, en gros. Des coulisses complexes qui s'étalaient sur 2 niveaux et grouillaient de monde. Le reste des gladiateurs attendaient là, à côté des bêtes sauvages. Donc dans les gradins, on avait la foule qui se passionnait bruyamment pour le spectacle et là, en dessous, les gens se préparaient à mourir. Des gladiateurs venus des 4 coins du monde romain sont traînés sous cette arène, puis forcés de se battre pour rester en vie sur cette scène surréaliste. À combien de mètres est la surface? À 6 mètres, 2 étages romains. L'arène est juste au-dessus et nous sommes dans l'allée centrale qui conduit à toutes les trappes. Oui, tous les accessoires étaient hissés ou propulsés d'ici vers la surface. Comme le Colisée de Rome et les autres édifices similaires de l'Empire, l'amphithéâtre de Pouzzoles est équipé d'une gigantesque structure souterraine. Ces 2 niveaux se répartissent autour de 2 grands axes de circulation. Le long de l'axe principal, on hisse les gros accessoires et de véritables décors pour servir de cadre aux chasses aux bêtes sauvages. En outre, plus de 20 trappes permettent de faire entrer des gladiateurs ou des animaux sur scène. Des centaines de travailleurs de l'ombre s'agitent pour actionner ces mécanismes. Imaginons que je sois un gladiateur. Ces murs sont mon univers. J'attends ici, dans l'ombre, au milieu d'une foule d'ouvriers, écoutant les cris du public qui attend que je surgisse par une trappe. Ici, c'est toute ma vie. Et là-haut, c'est la mort qui m'attend. Les armes des gladiateurs se trouvent dans ces alcôves. On ne les donne aux combattants qu'à la dernière minute, juste avant qu'ils montent sur scène. Cette règle a peut-être été établie après que le plus célèbre des gladiateurs a mené une révolte qui a ébranlé l'Empire tout entier. Spartacus était un esclave venu de Thrace qui avait été enrôlé de force dans l'école de gladiateurs de Capoue. Il avait été vendu sur un marché de Rome où les lanistes venaient sélectionner des spécimens d'élite. Avec 80 compagnons d'infortune déterminés, Spartacus parvient à s'échapper de l'école de gladiateurs des environs de Capoue, en s'emparant de couteaux ramassés en cuisine, puis d'une cargaison d'armes. Il finit par lever une armée de plus de 120 000 hommes, esclaves pour la plupart. 2 ans durant, ils imposent de sévères défaites aux Romains. Ils seront finalement vaincus par les légions et Spartacus sera tué au combat. Pour punir les rebelles, l'empereur les fait empaler sur des pieux tout au long de la voie appienne. Par la suite, les Romains sont devenus plus méfiants vis-à-vis de leur machine à tuer.
Les lanistes sont devenus bien plus prudents lors de l'entraînement de leurs gladiateurs. Ils leur donnaient des armes au dernier moment avant d'entrer en scène et non plus à l'avance dans la caserne. On aurait pu croire que ça mettrait un terme à ce sport sanglant. Ce serait comme si on interdisait les matchs de foot en Italie. Il y aurait des émeutes. Des révoltes. Pire que celles de Spartacus. Les entrailles de l'amphithéâtre de Pouzzoles abritent toute la machinerie nécessaire à la création d'un spectacle grandiose et ahurissant. Des gladiateurs ou des bêtes sauvages surgissent de trappes pour surprendre leurs adversaires. Des décors entiers sont hissés sur scène. Ces coulisses souterraines ont fait des combats de gladiateurs des divertissements d'un genre nouveau. Nous sommes au niveau inférieur des coulisses. C'est ici qu'ils soulevaient d'énormes poids. Hommes, animaux, cages, tout. Jusqu'à l'arène qui se trouve juste au-dessus. Pour ce faire, il fallait un système de poulies. Et il y en a absolument partout. C'est d'une complexité inouïe. Ils ont été très loin pour mettre en œuvre ces spectacles complètement déments. Une journée à l'amphithéâtre de Pouzzoles, c'est la garantie d'assister à un délire de combat, de sang et de meurtre. Le matin, on commence par des chasses et des combats d'animaux. Ensuite, après le déjeuner et quelques coupes de vin, ce sont les exécutions. Et puis vient enfin le clou du spectacle, les joutes de gladiateurs, souvent jusqu'à la mort. Pour les hommes qu'on poussait dans cette arène, ça devait être une expérience terrifiante. Mais si élaboré que soit le décor, l'issue du spectacle est invariablement la même, un bain de sang. En général, on ne confronte pas plus de quelques dizaines de paires de gladiateurs. Mais lors des grands événements, comme la célébration d'une victoire militaire, les empereurs peuvent réunir jusqu'à 5000 paires de gladiateurs et les combats s'étalent sur 4 mois. Les organisateurs de ces jeux inventent sans cesse des mises en scène plus extravagantes. De fait, nombre de spécialistes avancent que, comme le Colisée, l'amphithéâtre de Pouzzoles pouvait être inondé pour y reconstituer des batailles navales. Un sombre tunnel situé tout au bout de l'axe latéral semble conforter cette théorie. Voilà peut-être le conduit qui permettait de remplir l'amphithéâtre d'eau pour y reconstituer des batailles navales. On se trouve à environ 10 mètres sous les gradins, d'où les spectateurs regardaient les jeux. Et ce tunnel se dirige vers l'extérieur de l'édifice, vers les rues de Pouzzoles. Regardez, ça descend par là. Le passage se divise en deux. Et ça descend aussi par là. Voyons voir. Nous sommes à l'intérieur d'un aqueduc souterrain conçu pour transporter de grandes quantités d'eau dans un amphithéâtre contenant un public de 30 000 personnes. Cela montre bien l'immense importance que revêtent ces jeux à l'époque. Rome ne se contente pas de maintenir les frontières d'un empire démesuré, elle donne aussi à ses citoyens des divertissements de dimension épique. Si les jeux de Pouzzoles comprennent des batailles navales, des chasses aux bêtes sauvages et des exécutions, les combats de gladiateurs restent l'attraction principale et celle qui rapporte le plus. Ces hommes font souvent la fortune de leurs propriétaires. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont besoin d'un peu de détente, on leur donne l'autorisation de traverser la ville pour se rendre dans le quartier chaud de Pouzzoles. J'ai rencontré un habitant de Pouzzoles, Antimo Di Domenico, qui arpente ces rues pavées depuis sa plus tendre enfance. Pouzzoles, ou Puteoli, comme on l'appelle à l'époque romaine, est situé dans les champs Flégréens, une région volcanique qui comprend aussi le Vésuve, le volcan qui a détruit Pompéi. La ville a été construite sur les flancs d'un autre volcan, le Solfatare. Ici, le terrain est instable et les collines peuvent parfois s'effondrer. Mais cette activité sismique a aussi révélé de vastes portions de la ville antique, dont l'ancien quartier chaud de Puteoli. On accède à la Puteoli du 1er siècle par l'hôtel de ville. C'est par là? Oui. Ce dernier cache une antique maison close et la preuve que les gladiateurs trouvaient ici un court répit avant d'affronter les horreurs de l'arène.
On est entré dans cet édifice par le haut et on a marché dans une rue de l'époque romaine. Maintenant, on se trouve sous cette rue. Et ici, on a des chambres indépendantes. On est pratiquement certain qu'il s'agissait d'un endroit où les gladiateurs ou d'autres personnes pouvaient venir pour... Une position sexuelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on l'affichait? Oui, on l'affichait pour dire « Si tu viens, voilà ce que je peux t'offrir ». On pouvait donc choisir d'aller dans cette alcôve plutôt qu'une autre. Cet endroit était un peu le Las Vegas de l'époque. Ce qui se passe à Puteoli ne sort pas de Puteoli. Ce n'était pas la seule maison close de la Rome antique. On a retrouvé des représentations similaires de positions sexuelles dans les ruines des environs de Pompéi. Dans une autre alcôve, on peut voir des graffitis qui, selon Antimo, ont sans doute été tracés par une prostituée il y a presque 2000 ans. Il s'agit d'une publicité à l'attention de clients potentiels, montrant qu'elle a su donner satisfaction à des gladiateurs. Le trait est presque effacé, mais on distingue le casque d'un gladiateur ici. Et assez clairement un autre casque, ici, à sa droite. On peut imaginer que ce mur était couvert d'annonces de ce type. Tout à fait. Oui, j'ai des gladiateurs parmi mes clients, vous êtes un petit vénard. Donc si j'étais un kidam de passage, et que je me demandais quelle prostituée choisir, et que je voyais qu'elle accueillait régulièrement des gladiateurs, je devais me dire, celle-là, elle doit être douée. Oui. Voici le cirque Maxime, célèbre pour ses courses de chars. Il n'avait pas été conçu pour les combats de gladiateurs, mais on en organisait tout de même. À l'époque, les révoltes populaires étaient une menace constante. Donner à la plèbe l'occasion de se défouler en la divertissant était le moyen de préserver la sécurité de l'État et du pouvoir. C'était une manœuvre politique très efficace. Des fouilles récentes menées au cœur de Rome ont permis de mieux comprendre comment ils procédaient. Elles ont mis au jour les recoins secrets dans lesquels les Romains vénéraient une divinité venue des confins de l'Empire. J'ai rendez-vous dans le centre de Rome avec Patrizia Sfligiotti. Cet archéologue a consacré 10 ans de sa vie aux fouilles d'un site immense, la Crypta Balbi, un quartier dont le centre était occupé par un vaste théâtre. Il permet de mieux connaître la vie quotidienne des Romains de l'époque et de comprendre pourquoi ils aimaient tant les combats de gladiateurs. Ce sont ces deux immeubles, c'est ça ? Et là, c'est une ambassade à l'heure actuelle. Oui, l'ambassade brésilienne auprès du Saint-Siège. Ah, d'accord. Ce théâtre est inauguré en l'an 13 avant notre ère par Lucius Cornelius Balbus, proconsul victorieux des Garamantes en Afrique. À l'époque, c'est le 3e théâtre de la ville par la taille. Mais après de multiples destructions et reconstructions, ce véritable centre de divertissement antique s'est finalement retrouvé englouti sous la ville moderne. Allons-y. Nous sommes sur le site des fouilles actuelles. Oui. C'est vraiment passionnant. On est au centre d'une fouille archéologique en pleine progression. En gros, on a une section transversale de l'histoire de la ville. La Renaissance, le Moyen-Âge et la Rome antique. Là-haut, on peut prendre le bus. 2 millénaires concentrés sur quelques mètres. Le quartier de la Crypta Balbi a été découvert dans le jardin d'une villa médiévale. Les fouilles entreprises à partir de 1983 ont permis de mettre au jour une énorme portion de la ville antique. Ce quartier possédait des bâtiments officiels,
et notamment un centre de distribution du blé. Ici, une fois par mois, les citoyens de Rome pouvaient venir chercher du blé gratuitement. Cet avantage faisait partie de la stratégie de Rome. Un peuple heureux et bien nourri était bien plus facile à contrôler. Les Romains avaient une expression très intéressante à ce sujet. Panem et circenses, c'est-à-dire du pain et des jeux. En gros, on nourrissait les gens et on les divertissait. Au fil des siècles, la violence s'installe dans un monde romain sans cesse ébranlé par la guerre et les révoltes. Bientôt, les distributions de nourriture et les théâtres comme celui-ci ne suffisent plus à contenter le peuple. L'Empire doit lui proposer des divertissements toujours plus délirants, et les combats de gladiateurs sont le dérivatif idéal pour assouvir sa soif de sang. Ils sont financés par l'empereur, par des sénateurs ou de riches patriciens cherchant à gagner la faveur du public. Le Sénat doit même limiter le montant qu'un particulier peut dépenser lors de ces jeux, de crainte qu'il se constitue une armée privée capable de renverser l'ordre établi. Les spectacles commandés par Néron sont d'une sauvagerie sans borne. Ils mélangent théâtre classique et combats sanglants. Dans les tragédies grecques, certains rôles sont tenus par des condamnés. Et lorsque le drame requiert que leurs personnages soient tués, c'est un véritable bourreau qui s'avance pour les exécuter sur scène. Mais pendant que certains Romains se repaissent de violence au Colisée, d'autres se tournent vers un ancien culte. À l'ombre de l'ancien théâtre de Balbus, des vestiges témoignent de l'existence d'une société secrète. Au sud-est du site de la Crypta Balbi, tout près du théâtre, se trouve un sanctuaire dédié à un culte mystérieux, très populaire dans l'armée romaine. Où sommes-nous ? Nous nous trouvons dans le sanctuaire du dieu Mithra. Au IIIe siècle de notre ère, cet espace, situé derrière la Crypta Balbi, a été transformé en sanctuaire dédié à ce dieu perse. C'est ici qu'on tuait rituellement le taureau. On pratiquait des sacrifices rituels, en fait. Tout à fait. Et on pense que ce trou qu'on voit creusé dans le sol pourrait être ce qu'on appelle la fossa sanguinis, le réceptacle dans lequel on recueillait le sang du taureau. Comme d'autres cultes exotiques pratiqués à Rome, le mitraïsme a été introduit par les soldats revenant des campagnes d'Orient. Si ce culte était populaire dans les armées, c'est parce que Mithra était considéré comme un dieu invincible. Et cette idée s'accordait avec celle de l'invincibilité du soldat romain. Peu à peu, ce culte se répand dans les plus hautes sphères de la société romaine. Il finit même par compter des sénateurs, voire des empereurs. Il semblerait que Néron et Commode, lequel souhaitait tant devenir gladiateur, aient compté parmi les adeptes du mitraïsme. Ce culte est si bien implanté dans toutes les couches de la société romaine qu'on a dit que lorsque l'empereur Constantin s'est converti au christianisme au IVe siècle de notre ère, il a intégré de nombreux rituels et symboles mitraïques dans la religion chrétienne. Le 25 décembre, jour de la naissance de Mithra, est ainsi devenue la date à laquelle on célèbre la naissance du Christ. Cette partie du temple était donc réservée aux sacrifices. Pendant le rituel, les fidèles s'allongeaient ici, sur ces dalles surélevées. Le dieu Mithra conférait à ses fidèles un sentiment d'invincibilité. On se doute que c'était quelque chose qui parlait aux gladiateurs, puisque leur vie entière tournait autour de combats où ils jouaient leur vie. L'origine exacte des combats de gladiateurs demeure mystérieuse. Elle s'est effacée au fil des siècles. Le premier combat dont nous avons une trace écrite s'est déroulé il y a 2300 ans. Exactement où je me trouve. Sous ce qui est aujourd'hui un parking, et qui était à l'époque un marché bovin. Il ne s'agissait pas d'un événement majeur, mais d'une modeste cérémonie funéraire. On rendait hommage aux défunts en organisant le combat à mort de 2 autres personnes. Comment est-on passé d'un rite sacré à des divertissements si démesurés?
Et d'où venait la passion des Romains pour ce sport sanglant? Pour découvrir l'origine mystérieuse des combats de gladiateurs, j'ai rendez-vous sur la voie appienne avec Saskia Stevens, une spécialiste des rites funéraires romains. Cette artère est la plus grande et la plus importante de la Rome antique. C'est le long de cette route que l'armée romaine a exhibé les esclaves tués lors de la révolte menée par Spartacus. Cette rue remonte à l'époque romaine? Oui, c'est l'une des principales artères menant vers le sud. Cette route partait de l'extérieur du Pomerium, l'enceinte sacrée de la ville, qui sépare la cité des vivants du monde extérieur, celui des morts. À l'époque, les soulèvements, les guerres et les épidémies sont monnaie courante. La mort fait partie du quotidien des Romains, et rien ne symbolise mieux la lutte éternelle pour la vie que les combats de gladiateurs. On a des tombes de part et d'autre de la voie. Et là, c'est une tombe? Oui. Donc des centaines de milliers de gens sont enterrés tout le long de la voie appienne. Exactement. Saskia nous a organisé une visite dans un columbarium, une chambre funéraire appartenant à un affranchi devenu un citoyen romain très en vue, un homme du nom de Pomponius Hylas. Aujourd'hui, l'entrée de cette chambre est située dans un parc, et peu de gens connaissent son existence. Vu de la surface, on ne voit rien à part ce petit édifice moderne qui protège l'entrée. Mais à l'intérieur, on a une tombe incroyable. Partout autour de nous, à l'extérieur de l'enceinte de la ville antique, on a des tombes et des sépultures. Elles sont souvent placées en surface, mais pour voir celle-ci, il faut s'enfoncer sous terre. Je vous suis. Attention aux marches. Elles n'ont pas été empruntées depuis longtemps. C'est vraiment très profond. À quelle époque remonte ce tombeau? Au début du 1er siècle de notre ère. Nous nous enfonçons de 2000 ans dans le passé, vers les tombes de Romains de l'Antiquité. Que dit cette inscription, Saskia? C'est probablement le nom des propriétaires du columbarium. Cneus Pomponius Hylae et son épouse Pomponiae Vitalinis. C'est vraiment extraordinaire. Ce tombeau se trouve à 13 mètres de profondeur. Il a été creusé dans le tuf volcanique qui forme le sous-sol de la ville pour abriter de nombreuses dépouilles. Ses propriétaires creusaient une nouvelle niche lorsqu'une famille achetait une concession pour un défunt. Et l'intérieur a fini par ressembler à un nid d'abeilles. Regardez-moi ça. Il y a des dizaines de petites niches avec... Ce sont des cendres qu'on voit? Oui, ce sont des urnes cinéraires romaines. On y trouve encore des fragments d'os. Les Romains incinèrent généralement leurs morts. Mais avant de placer le corps sur le bûcher, on pratique des rites extravagants en l'honneur du défunt. Et selon Saskia, ce sont ces rites qui sont à l'origine des combats de gladiateurs. On organisait des jeux funéraires, et plus ces joutes étaient grandioses, plus ce personnage était important. Et quand vous dites joute, il s'agit de combats de gladiateurs? Oui. Oui, le combat de gladiateurs se caractérise par une lutte pour la vie. Il se situe à la croisée du monde des vivants et de celui des morts. On attire en quelque sorte la mort à soi et on doit se battre pour gagner sa survie. Vous pensez que ces combats montrent que cette culture était très consciente de sa propre mortalité et qu'on avait besoin de la voir constamment représentée, même sous forme de jeu? Je pense oui. L'enterrement des gladiateurs varie également selon leur rang. Les funérailles des plus célèbres d'entre eux sont payées par une sorte de syndicat des gladiateurs, dont beaucoup sont membres. D'autres sont simplement jetés dans le fleuve ou dans une fosse commune avec leurs compagnons de combat. Voilà ce qui attendait les membres de la bourgeoisie, ceux qui jouissaient d'un certain statut social, qui étaient riches et respectables. C'était pas mal. Et quand il s'agissait de la mort de sénateurs ou d'empereurs, imaginez la démesure des funérailles. On avait des oraisons, des cérémonies, des processions et pour finir, des combats de gladiateurs. L'espérance de vie des Romains ne dépasse pas 25 ans.
La mort est omniprésente dans cette société. Il n'est donc pas surprenant que les combats de gladiateurs soient nés d'anciens rites funéraires et qu'ils soient devenus des spectacles épiques. Le dernier combat de gladiateurs dont on a gardé la trace s'est déroulé en 404 de notre ère. Pendant 6 siècles, ces joutes mortelles ont été le divertissement le plus prisé de tout l'Empire romain. Qu'ils soient des héros ou des parias, des sénateurs ou des esclaves, les gladiateurs comptaient parmi les athlètes les plus illustres de leur temps. Ils pouvaient conquérir la célébrité, la fortune et la liberté à la force de leurs bras. Mais leur vie quotidienne, leur histoire personnelle demeure cachée dans les entrailles de la terre.